Boeing 777 ne tombe pas du ciel. Il ne se volatilise pas. Et pourtant, le 8 mars 2014, le vol MH370 a fait exactement ça. Sauf qu'il n'a pas disparu. Pas tout de suite. L'avion a continué de voler pendant 7 heures, en silence total. C'est impossible, mais c'est arrivé. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas une simple disparition. Je vais te montrer la chronologie officielle que personne ne conteste. Et puis, je vais te révéler les signaux fantômes que les satellites ont captés, des signaux qui n'auraient jamais dû exister. Tu verras les débris qui ont été retrouvés à des milliers de kilomètres de là où ils auraient dû être, défiant les modèles océaniques. Et tu vas comprendre pourquoi le rapport final de 449 pages n'a jamais osé conclure. Ce n'est pas une histoire d'accident, c'est autre chose. Le vol 8 mars 2014. Il est 0h41, heure locale. Le vol MH377 de la Malaya Airlines décolle de Kuala Lumpur, destination Pékin, en Chine. À bord, 227 passagers et 12 membres d'équipage, 239 âmes. L'avion est un Boeing 777-200ER, l'un des appareils les plus sûrs jamais construits. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, est un pilote extrêmement expérimenté, avec plus de 18 000 heures de vol. Les conditions météo sont parfaites. C'est un vol de routine. À 1h19, l'avion quitte l'espace aérien malaisien pour entrer dans l'espace aérien vietnamien, au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le dernier message vocal provenant du cockpit est enregistré. Une voix calme, identifiée comme celle du copilote, dit « Good night, Malayansian 370 ». Bonne nuit, Malayansian 370. Ce sont les derniers mots que le monde entendra de cet avion. 2 minutes plus tard, à 1h21, le transpondeur de l'avion, l'appareil qui communique sa position aux contrôleurs aériens civils, est coupé. Délibérément, l'avion disparaît des écrans radars civils. Pour le contrôle aérien, pour le monde, le MH370 s'est volatilisé. La première phase des recherches se concentre sur cette zone, la mer de Chine. On pense à une défaillance catastrophique, une explosion, un crash soudain. C'est la procédure standard. C'est ce que tout le monde croit. Mais la réalité, franchement, est bien plus troublante. Car l'avion n'a pas crashé. Pas là. Pas à ce moment-là. Il a continué à voler. Et c'est là que le dossier officiel devient le fichier 0. Un fichier où les faits connus ne mènent nulle part. Parce qu'au moment même où le transpondeur est coupé, les radars militaires malaisiens, bien plus puissants, détectent autre chose. Ils voient l'avion effectuer un virage serré, un virage impossible pour un pilote automatique ou un avion en détresse. C'est un virage manuel, précis, délibéré. L'avion fait demi-tour. Il traverse à nouveau la péninsule malaise, vole au-dessus du détroit de Malacca, puis se dirige vers le nord-ouest, vers la mer d'Andaman. Il vole parfaitement. Il ne perd pas d'altitude. Il ne signale aucune urgence. Il est juste silencieux. Un fantôme dans le ciel. Attends. L'avion a donc volé pendant plus d'1 heure après sa disparition officielle, sur une trajectoire complètement différente, en évitant les radars civils. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est juste le début de l'inexplicable. L'avion a continué de voler. Pendant des heures. 7 heures au total après le dernier contact vocal. Comment on le sait ? À cause d'une chose que les pilotes, ou qui que ce soit aux commandes, avaient oublié de couper. Une connexion satellite rudimentaire avec la société britannique Inmarsat. Toutes les heures, le système de l'avion et un satellite au-dessus de l'océan Indien échangeaient une sorte de ping, une poignée de main électronique, juste pour dire « je suis toujours là, je suis toujours allumé ». Ces pings ne contenaient aucune donnée de localisation, aucune vitesse, aucune altitude, juste un signal, un battement de cœur électronique. Il y en a eu 7. 7 pings, 7 heures de vol après la disparition. Le dernier a eu lieu à 8h19 du matin, heure malaisienne. L'Australian Transport Safety Bureau, qui a mené les recherches, a analysé ces pings pendant des années. Leur conclusion officielle ? Malgré la technologie la plus avancée au monde, ils n'ont pu définir qu'un gigantesque arc de cercle de milliers de kilomètres dans le sud de l'océan Indien. L'avion est quelque part là-dedans, c'est tout. C'est un aveu d'échec officiel face à un mystère total. Un avion de plusieurs centaines de tonnes, volant pendant 7 heures, et la meilleure technologie du monde ne peut que tracer un cercle sur une carte en disant « probablement ici ». Comment expliques-tu ça ? Et puis il y a les débris. Des années plus tard,
des morceaux de l'avion commencent à s'échouer. Un flaperon, un morceau d'aile, est retrouvé sur l'île de la Réunion en 2015. D'autres pièces en Mozambique, en Afrique du Sud, à Madagascar. Le problème ? Quand les océanographes modélisent des courants marins à partir de la zone de recherche officielle, les débris ne devraient pas être là, pas si vite, pas de cette façon. Certains experts affirment que les courants ne correspondent tout simplement pas. Les faits sont là, l'explication ne l'est pas. Les scientifiques qui ont examiné ces débris, et notamment les crustacés qui s'y sont fixés, n'ont jamais donné d'explication publique unanime sur leur provenance exacte. C'est comme trouver une pièce de puzzle qui ne correspond à aucune boîte. Bussing plus calme, interrogative. Alors, que s'est-il passé ? Face à ce mur d'incohérence, 3 théories principales émergent. La première, la plus probable selon de nombreuses autorités, est celle de l'acte suicidaire du pilote. Le commandant Zahari Ahmad Shah aurait délibérément dépressurisé la cabine, neutralisant les passagers et l'équipage avant de faire voler l'avion jusqu'à sa dernière goutte de carburant au-dessus de l'océan le plus isolé du monde. Des données de simulateurs de vol retrouvés chez lui montreraient une trajectoire similaire. Mais cette théorie a des failles béantes. Aucun motif clair. Pas de lettre de suicide. Pourquoi voler cette heure ? C'est une explication qui crée plus de questions qu'elle n'en résout. La deuxième théorie est celle du détournement. Un ou plusieurs passagers, ou même des membres d'équipage, auraient pris le contrôle de l'avion. Ils savaient comment couper les systèmes de communication, comment naviguer sans être repérés, mais là encore, c'est une impasse. Aucun groupe terroriste n'a jamais revendiqué l'acte. Aucune demande de rançon n'a été faite. Un détournement silencieux qui se termine par un suicide collectif au milieu de nulle part, ça n'a aucun sens tactique. C'est un acte sans but apparent. Et puis il y a la troisième théorie, la plus troublante, celle du fichier zéro. L'idée d'une intervention extérieure, d'une nature que nous ne comprenons pas. Certains parlent d'un cyberdétournement où quelqu'un aurait pris le contrôle de l'avion à distance via ses systèmes informatiques. D'autres évoquent une cargaison secrète à bord que certaines puissances voulaient intercepter à tout prix. C'est la théorie qui explique le mieux la précision du vol, le silence total et la disparition parfaite. Mais elle repose sur une absence de preuves, sur le vide laissé par les autres explications. Elle suggère que des technologies ou des opérations existent qui dépassent l'entendement du public. Et franchement, c'est peut-être la seule qui colle à l'étrangeté des faits. Musique émotionnelle profonde. Ce mystère n'est pas juste une énigme technique, ce n'est pas un jeu. C'est l'histoire de 239 personnes, avec des familles, des vies, des futurs, qui ont été effacés sans laisser de traces. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. À notre époque, où chaque téléphone est tracé, où des satellites nous observent en permanence, un objet de 64 mètres de long et de 220 tonnes peut simplement cesser d'exister. Ce que l'affaire MH370 nous a montré, c'est que notre maîtrise de la technologie, notre sentiment de sécurité, est une illusion. La réalité a des failles, des zones d'ombre, et le vol MH370 est tombé dedans. Ça ne change pas seulement ce que tu sais sur l'aviation, ça change ce que tu crois possible. Le monde n'est pas le lieu balisé et prévisible qu'on nous décrit. Il est encore vaste, sauvage et rempli de questions sans réponse. Musique puissante, confiante, ce que tu viens de voir n'est qu'un fragment de la vérité, une porte ouverte sur une réalité plus complexe et bien plus étrange. Il y a d'autres dossiers, d'autres cas qui attendent dans l'ombre. Abonne-toi, pas pour moi, pour toi. Parce que comprendre ces mystères, c'est commencer à comprendre les vraies règles du monde dans lequel on vit. Et ce voyage ne fait que commencer. Dans la prochaine vidéo, on déchiffre le code d'un livre que personne n'a pu lire en 600 ans, le manuscrit de Voynich. Un langage qui ne devrait pas exister, rempli de plantes inconnues et de schémas cosmiques qui défient notre histoire. Tu ne voudras pas manquer ça.